Bonjour et bienvenue au Big QSO. Je suis Dimitri F4FLH. C'est un épisode particulier qui vous attend aujourd'hui puisque nous avons été reçus par le musée Galetti. Avant de pouvoir écouter ce podcast exceptionnel, je vous invite à vous y abonner, à le partager et à en parler autour de vous. C'est une communauté qui grandit à chaque fois et c'est grâce à vous. En attendant, sans plus attendre, le Big QSO, c'est parti! Bonjour Madame Pallier-Gustin, merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Merci, on est en direct du musée. Le musée nous a été réservé aujourd'hui. Avec un grand merci pour tout ça. Dites-nous un petit peu où on est et puis qui vous êtes, s'il vous plaît. Alors, Joëlle Perrier-Gustin, voilà, je suis née, j'ai grandi à Saint-Maurice, puis après je suis un petit peu partie. Et donc, voilà, la vie a fait que un jour, Galetti est entré dans ma vie. J'ai attrapé un fil, c'est le cas de le dire. Et puis, en fait, j'ai essayé de le lâcher à plein de reprises. Et en fait, il est resté collé. J'ai jamais pu me décoller de cette histoire de Galetti. Justement, on est là un petit peu pour ça. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui est ce monsieur ? Alors, Galetti, c'est un pionnier méconnu de la télégraphie sans fil. Il y en a plein de connus, mais Galetti est resté dans l'ombre. Et franchement, quand on a commencé les premières recherches en 1969, on ne savait pas grand-chose. On savait qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Galetti, qu'on ne connaissait pas, qui avait fait une station de télégraphie sans fil. On ne savait pas ce que c'était. On ne savait même pas qu'elle était à Champagneux, pour vous dire. Par contre, on savait qu'il avait communiqué avec l'Amérique parce que ça avait tellement marqué nos anciens qu'ils nous l'avaient transmis. Mais bon, avec ça, on ne fait pas ni l'histoire, ni un musée. Voilà. C'est sûr. Comment est-il il est d'origine italienne, si j'ai bien compris. Il est venu comment ici ? Alors en fait, c'est un long processus parce qu'il a fait des études à Rome. Donc il est devenu ingénieur. Et en puis et ensuite il a travaillé chez un copain d'enfance qui s'appelait Marconi. Ah oui, il est un petit peu connu. Voilà, Marconi en fait, sa mère était irlandaise, la mère de Galetti était anglaise. Et les deux femmes, toutes les deux émigrées en Italie, se rencontrent, deviennent amies. Donc ça crée des liens entre les deux familles. Et du coup, tout naturellement, Marconi avait 5 ans de plus que Galetti, il est mort 5 ans après lui. Donc tout naturellement, quand Galetti a fini ses brillantes études en 1902, donc à l'âge de 22 ans, eh bien, il va travailler chez Marconi et il va faire une brillante mission pour lui au Congo. Il avait fait quoi ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Ça mériterait une recherche à part entière. Ouais. Il est resté longtemps là-bas ? Non, pas très longtemps, parce que à la suite de ça, Marconi a félicité son père, mais comme les communications passaient pas bien à l'époque, il l'a même pas su. Il est allé faire le service militaire à la place de son frère. D'accord. Son frère travaillait à la Indo-Européenne Compagnie. Son frère avait des enfants. Et donc, il se dévoue une année quand même pour faire le service militaire à la place de son frère. Et du coup, quand il revient de ce service militaire, il y avait eu des tensions avec des chefs chez Marconi. C'était un petit peu opposé. Et en plus, pendant ce temps, Marconi a installé son monopole en Italie. Oui. Et Galetti, quand il revient, il s'oppose à ce monopole, il rencontre les politiques, il fait des grands articles dans les journaux italiens contre ce monopole de Marconi en Italie. Rien n'y fait, il ne peut pas travailler en Italie. Alors on se met à sa place, je ne peux pas travailler chez mon père. Oui. Du coup, le cri du cœur. C'est ça. Je vais chez ma mère, voilà. Le voilà parti en Angleterre. Et là, Galetti va créer son propre système de télégraphie sans fil, tout à fait différent de celui de Marconi. Il dépose des brevets dans le monde entier, brevets qui nous ont été confiés en 1973 par la nièce de Galetti, Gladys Monzarelli.
Et en fait, après, c'est la France qui reconnaît ce système et il va venir travailler officiellement en France avec le ministère des Postes et Télégraphes français. Donc, on est dans les années 1906-1910. D'accord. Et il va faire une petite station près de Lyon à Villeurbanne. Mhm. Petite station qui n'est pas spectaculaire, c'est une petite cabane en bois, voilà. Sauf qu'elle a drôlement bien fonctionné puisqu'il est arrivé à joindre les Saintes-Maries de la Mer. Oui. Et il traverse la mer Méditerranée jusqu'à Bordjel-Kéfane, qui est fort de l'eau, qui est à 30 km à l'est d'Alger. D'accord. Ah oui, on est déjà en même pas Voilà. 1910, il a Ouais. quand même un beau Voilà. palmarès. Et puis son but, et sans doute le but du ministère des Postes et Télégraphes, c'était la liaison transatlantique. Sauf que sa petite station de Villeurbanne, elle n'est pas assez puissante. Et comme Galetti, il est très souvent entre Lyon et Genève, il passe très souvent dans notre région, il prospecte dans le coin. Et au début, il voulait s'installer à Novales, près du lac d'Aiguebelette, en se servant du plan d'eau du lac d'Aiguebelette comme réflecteur, de la falaise de l'Épine pour installer son antenne. Oui. Sauf que, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne recevait pas très bien la radio là-bas, donc il a dû avoir quelques soucis. Et du coup, il change d'avis et il découvre ce site qui est entre Champagneux, donc au pied de la falaise de Saint-Maurice et Saint-Maurice de Retrance. D'accord. Donc Et là, il va s'installer ici pour faire pour développer en fait sa technique de télégraphie sans fil. D'accord. Et il a été perçu comment par les gens qui habitaient dans le coin? Parce que l'installation des antennes a été monumentale. On en reviendra un petit peu après. Mais ça a été bien perçu, mal? C'est-à-dire, il y avait deux mondes. Il y avait le monde des gens qui travaillaient avec lui, qui voyaient bien qu'il se passait plein de choses et qu'il était en train de faire quelque chose d'extraordinaire, quoi, de mettre à la portée de l'humanité un outil qui n'existait pas, quoi. Et puis il y avait le monde des paysans qui regardaient ça de un petit peu plus loin et qui disaient qu'est-ce que c'est que ce sacré fou là qui parle tout seul dans sa voiture, qui va comme un fou dans sa voiture, etc. Donc il y avait un petit peu de monde qui côtoyait, mais il a été vraiment bien accueilli. C'était un Italien quand même, c'était pas facile d'arriver En France. d'Italie. Il est arrivé en 1912, donc vous voyez un petit peu, c'était pas évident du tout, mais c'est très vite très bien intégré parce que c'était quelqu'un de serviable, de généreux. Tous les témoignages vont dans ce sens-là. Pour vous dire, il était prêt à laisser une journée de travail, et quelle journée quand même, pour aller emmener un voisin ou une voisine, soit à l'hôpital de Lyon, soit à l'hôpital de Belay, à l'époque où il n'y avait pas de voiture, où il n'y avait pas de pompiers, pas d'ambulance et tout ça. Il avait quand même sa voiture où il faisait quelques expérimentations radio dedans. Oui. Mais il n'hésitait pas à mettre à contribution également de... Non, c'était quelqu'un de généreux, oui. Très bien. Donc il s'est établi ici. Comment il a monté sa station? Alors, déjà, il a déménagé sa petite station de Villeurbanne. Oui, ça fait quelque chose. Voilà. Puis il a fait livrer plein de matériel supplémentaire, évidemment, parce que les deux stations, comparativement, n'ont pas du tout les mêmes dimensions. Alors, tout le matériel est arrivé par le petit train de l'Est à Ost. Pas à Osta en Italie, Oui. Ost près de Saint-Genis-sur-Guiers. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de camion. Donc 2 chevaux, tambour et pompon, plus les bœufs, se sont mis au travail pour transporter tout ça. Et ils ont dû en faire des transports tambour et pompon. Parce que regardez la station, la carte postale, donc la station terminée. Le bâtiment principal, la salle des machines, on a l'impression que c'est tout petit, c'est 10 mètres sur 22 mètres. Ah oui, ça laisse une belle station, ça. Le mât central, là que vous voyez, c'est 30 mètres de haut. Il a été réalisé par un charpentier surnommé le Calonnier. Vous savez, à cette époque-là, nos paysans, ils avaient tous des surnoms. Oui. Le Calonnier, il avait été capable de rehausser une maison de 3 étages, le toit, sans le démonter. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, oui. Donc c'était quand même assez extraordinaire. Et donc il avait imbriqué l'un dans l'autre un poteau en sapin
et un poteau en peuplier pour avoir la robustesse du sapin et la souplesse du peuplier. D'accord. Donc ça a été un exploit déjà de planter ce poteau. Et puis, eh bien, il a fallu transporter tous les fils de l'antenne, les isolateurs, les poteaux, tout le matériel qui était dans la station elle-même. Mhm. Donc je sais qu'il y a 2 camions complets qui sont arrivés, 2 camions complets de lampes. Oui, puisqu'à l'époque, on avait des postes à lampes. 2 camions complets de lampes. Il y avait 800 condensateurs Mosiki D'accord. qui coûtaient une fortune. Un moteur de 400 chevaux, moteur qu'ils n'ont pas pu transporter dans un wagon, ils l'ont fait voyager sur des chaînes sur les rails. Voilà, donc déjà un exploit d'amener tout le matériel soit à la station, soit au sommet de la falaise à Saint-Maurice pour Et pouvoir puis il a planter fallu l'antenne. monter ensuite l'antenne Alors, sur la falaise. ça a été un autre exploit parce que les poteaux étaient fixés, c'est derrière vous, les poteaux étaient fixés sur le bord de la falaise. Alors la falaise, vous voyez, elle est calcaire, il y a des gros rochers. Il n'y avait pas de mine à l'époque, tout Oui. à la barre à mine. Donc ils ont planté les poteaux, souvent ils étaient doubles, tous les 30 mètres les uns des autres, sur une largeur de 300 mètres. Et vous imaginez donc les ouvriers, les paysans en train de planter ces poteaux. Il y a des bûcherons italiens qui se sont accrochés à la falaise pour pouvoir faire les coupes de bois, pour pouvoir dérouler les câbles un à un et les tendre sur ce mât central. Et là, pour tendre sur le mât central, 1 paire de bœufs, 2 paires de bœufs, 3 paires de bœufs. Les pauvres bœufs n'y arrivaient pas. Donc Galetti a mis sa voiture devant les bœufs pour les aider à tirer les câbles. Et il y en avait 10. Il y en avait 10 qui mesuraient chacun entre 950 mètres et 1 km, ce qui fait une antenne harpe unique au monde. Il n'y en a pas eu d'autres comme ça, de 10 km de long. Très bien. Et en termes, on parlait de lampes, la puissance qui était utilisée par cet émetteur qui était juste énorme. Alors c'est 350 kW. On est loin des puissances qu'on utilise maintenant, où c'est beaucoup plus léger. Il se fournissait comment en électricité? Alors quand il est arrivé dans la région, il n'y avait pas d'électricité dans la région. Donc il a fait venir une dérivation d'une ligne spéciale qui venait de Moutier, qui amenait l'électricité, c'était Force et Lumière, qui amenait l'électricité à Lyon, au tramway de Lyon. Et donc il a demandé une dérivation. Puis comme il pensait aux autres, il est allé trouver les paysans de Champagneux en leur disant « Écoutez, je fais venir l'électricité pour les besoins de ma station, profitez-en, mettez une lampe dans votre étable, une dans votre écurie, dans votre grange, peut-être dans votre maison. » Il a fait amener l'électricité complètement. Personne n'a voulu l'électricité, non. C'était le courant continu, très dangereux, qui électrocutait, qui mettait le feu. Ils avaient encore des toits de chaume à l'époque. Ah oui. Personne n'a voulu l'électricité. Donc vous imaginez un petit peu, c'était le diable. Ça suffit à alimenter la station alors du coup? Alors il y a eu 2 étapes dans sa construction, parce qu'il a construit sa station, je vous dirai tout à l'heure, donc il a communiqué donc d'abord proche puis après plus loin, mais il a eu une 2e étape où il a travaillé sur la parole et la musique. Oui. Donc il a loué une maison à Saint-Genis et il a loué le château de Combaveyron à Belmont-Tramonnet. Et en fait, il était en train de faire des petits essais, mais de paroles et de musique. Et donc, voilà, on aurait pu avoir des postes TSF Galetti, comme on a des postes TSF Marconi, etc. C'est vrai. Et alors, il a commencé à émettre ici. Voilà. Les premiers contacts, c'était quoi à peu près? Alors donc, déjà, la construction de la station, c'était un exploit, hein, parce que là, vous la voyez construite. La station de Villeurbanne a été démontée et transportée. On est en février-mars 1913. D'accord. Et là, les ouvriers, les ingénieurs se mettent au travail sous la direction de M. Galetti. Donc, vous savez, à l'époque, on travaille 7 jours sur 7, 15-18 heures par jour s'il le faut. Hein.
Et donc, au mois de juillet, la station est terminée. Galetti commence ses premiers essais. Premiers essais concluants, puisque très vite il joint Lausanne. C'était la première station, communication. Communication. L'Angleterre. Et pendant tout l'hiver 13-14, c'est Toqueton, dans le New Jersey, entre Washington et New York. Donc c'est l'un des premiers à avoir fait une liaison Cette transatlantique. communication transatlantique de 5000 km. Marconi, pendant ce temps, il a fait comme lui, il est parti chez sa mère. D'accord. Donc il est allé en Irlande et il a fait une station à Clifton. Oui. Qui communiquait sur Glass Bay au Canada. Et donc Galetti, chaque fois qu'il émettait de Champagneux-les Chauds sur Toqueton, il arrivait à brouiller les émissions de la station de Marconi comme il voulait, quand il voulait. Oui, ça ne devait pas très plaire à Marconi à l'époque. Et bien, comme déjà Galetti l'avait abandonné, ce petit jeune qui avait l'air d'avoir quelques compétences, l'avait laissé tomber. Après, quand il est revenu en Italie, il s'est opposé à ce monopole de Marconi en Italie. Oui. Et le revoilà pas sur son chemin. En plus, il a l'air d'avoir fait une station plus performante que la sienne. Donc là, Marconi n'entend pas tout à fait de cette oreille. Et si vous pouvez tendre la tête dehors, vous voyez une grande cheminée et un morceau de mur en pisé sous la cheminée. Ouais, mais je crois qu'il y a du lierre qui grimpe le long du mur. Eh bien, c'est la grange du petit bistrot de campagne qui était tenu par la Zéphine. Et la Zéphine, elle était réputée pour son omelette. Puis elle avait 3-4 chambres où elle logeait les colporteurs et les gens de passage. Elle était très très fière d'avoir logé Marconi. Oh, en plus. Marconi est venu à Saint-Maurice. Marconi, c'est pas rien, comme nous disait notre secrétaire de mairie. Et donc, il est allé visiter la station, et comme cette station le dérange, eh bien, il fait une campagne de diffamation dans un journal qui s'appelle La Lanterne. D'accord. Ça laisse des traces dans la tête des députés, parce qu'en fait, cette station, le ministère des Postes et Télégraphes a financé l'antenne. Oui. Galetti a fait comme Marconi, c'est-à-dire monter une société anglaise avec des représentants de pays, d'État et non pas d'individus pour éviter les malversations financières. Et donc, le ministère des Postes et Télégraphes, vu que cette station avait l'air de bien fonctionner, voulait la racheter. Qui n'a jamais voulu la revendre? Si, bien sûr que si. Mais du coup, il y avait une convention qui a été discutée à la Chambre des députés le 18 mars 1914 pour savoir si le ministère des Postes et Télégraphes rachetait cette station ou pas. Alors, c'était très houleux, on en entend souvent parler de la Chambre des députés par les temps qui courent. Eh bien, là, même à l'époque de Galetti, les débats étaient déjà agités et houleux. Et du coup, il y avait cette campagne de diffamation de Marconi qui traînait dans la tête de certains députés. Donc, voilà. Mais après avoir beaucoup discuté, ils acceptent la convention. Et le 18 mars 1914, la station de Galetti doit devenir propriété de la France et du ministère des Postes et Télégraphes français. Belle petite victoire pour lui alors. Oui, belle victoire. Sauf que 18 mars 1914. Guerre. Oui, alors, vous avez vu notre région comme elle est un petit peu perdue, un bout du monde. Je sais pas. D'ailleurs, comment vous avez fait pour venir jusqu'à nous? On a suivi les panneaux, il y avait marqué le musée Galetti. Mais en fait, dans notre région, au mois de mai 1914, on apprend la visite du président de la République. Toute petite contrée, une petite région qui reçoit le président. Président, vous le connaissez, ce président de la guerre de 14? Alors allez-y. Il n'est pas connu, c'est incroyable, il n'est pas dans nos livres d'histoire. Moi, je tiens à réhabiliter ce président qui a eu un rôle important, mais qu'on ne connaît pas, c'est Raymond Poincaré. Ah bah oui. Oui, mais on ne le connaît pas. Et Raymond Poincaré, donc, doit venir dans la région, qui doit arriver à la Tour du Pin, puis ensuite aller aux Échelles, pied de la Chartreuse, Pont de Beauvoisin, cité du Meuble, Saint-Genis-sur-Gué, cité du Gâteau. Il traverse la commune de Champagneux, à la station de Galetti. Il va aller inaugurer le premier pont en béton de France qui est sur le Rhône à La Balme.
D'accord. Et puis ensuite Chambéry, Modane, Lens-le-Bourg. Alors vous imaginez bien que quand Galetti apprend que le président de la République va traverser sa commune, il écrit au préfet de la Savoie et par son intermédiaire, il demande la visite de sa station par le président de la République. On imagine qu'il voulait faire activer les démarches d'achat de sa station parce que depuis le 18 mars 1914, il ne s'était absolument rien passé. Alors vous imaginez l'événement champagneux. Complètement. Sauf que cette histoire, quand j'ai fait les premières recherches en 1969 et en 1972, j'en ai jamais entendu parler. C'est quand j'étais dans les archives à Chambéry, j'ai trouvé un tout petit bout de papier de cahier d'écolier déchiré où il était écrit au crayon papier en abrégé « Monsieur le secrétaire de l'Élysée, Monsieur Galetti demande la visite de sa station par le président de la République. Veuillez donner suite à notre demande, veuillez agréer, point de suspension. » Et c'est tout. C'est tout. Ce petit bout de papier. Alors je pense souvent, que restera-t-il de nos mémoires dans 100 ans avec tous nos mails et nos coups de fil. Parce que... Et donc là, je suis retournée voir les témoins avec la copie de ce petit bout de papier en leur disant, dites donc, vous avez oublié de me raconter un pan d'histoire important là. Même plus, attendez, si le président de la République était venu, c'est sûr qu'on l'aurait vu, qu'on ça allait le rencontrer. Voilà. Jusqu'à ce que je retourne voir M. Cottarel, qui était un petit écolier en 14, au moment de la guerre, et qui me dit, mais moi je me souviens, on avait appris des chansons, on devait accueillir le président de la République, et on nous avait promis une barre de chocolat et une brioche. Ce petit écolier avait bien grandi puisqu'il avait plus de 90 ans et il rêvait de sa barre de chocolat et de sa brioche. Qui n'a Il jamais n'a vu. pas eu, non. Ah. Le président de la République devait venir le 13-14 août 1914. Vous imaginez qu'il avait bien d'autres soucis. De visiter une À petite ce moment. station, enfin Voilà. une grande station, mais Mais, oui, ouais. effectivement. Voilà. Donc là, Galetti se retrouve dans une situation très délicate. Il n'y a que l'antenne qui appartient à la France et au ministère des Postes et Télégraphes. Sa station est toujours propriété d'une société anglaise. Et lui, Italien. italien. Alors, il a fait des meetings en Italie pour que l'Italie prenne position aux côtés de la France. Il a même eu des ennuis, sa voiture a été brûlée à un moment, donc voilà. Mais il avait pris position. Sauf que l'Italie est restée neutre jusqu'au mois de mai 1915. Oui. Et du coup, il se retrouve dans une situation très délicate, puisque son pays est neutre, mais quand même d'une neutralité douteuse, puisque auparavant, l'Italie était aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Lui, il est très clair. Il dit, moi, je travaille en France, au service de la France, avec le ministère des Postes et Télégraphes français. Servez-vous de ma station. Et comment l'État voit ça, justement ? Alors, on n'a pas trop le regard de l'État parce que malheureusement, les recherches sont encore très incomplètes. Hein. On est content parce qu'on est parti d'un poteau, donc on a trouvé quand même pas mal de choses. Mais il manque encore tout un pan de l'histoire de Galetti et j'espère qu'un jour on en saura plus. Parce que Galetti, à ce moment clé de la guerre de 14, donc vous vous souvenez, communique avec la Suisse, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, donc Tocqueton. Et à ce moment clé, il est capable d'émettre en direction de la Russie également, avec une puissance multiple de la Tour Eiffel. Alors, vous vous souvenez, la Tour Eiffel, elle a été sauvée par un Savoyard. Hein, oui, Monsieur Ferrier. Monsieur Ferrier, voilà, qui, au moment de la guerre, était lieutenant-colonel et qui se retrouve chargé par le ministre de la guerre, Messimy, de s'occuper de tout ce qui est transmission, télégraphie sans fil, télécommunication. On se met à la place de Ferrier, il ne devait pas y avoir beaucoup de matériel de communication au début de la guerre de 14. Donc il lance un acte de réquisition
pour tout ce qui existe en France. Et bien sûr que la station de Galetti en fait partie. Il y a là un matériel phénoménal, un matériel qui a de la valeur financière et scientifique. Il y a ces 800 condensateurs Mosiki qui valent une fortune, ces moteurs, etc. Donc, acte de réquisition lancé. Et là, Galetti insiste parce qu'il s'est rendu compte qu'à la Tour Eiffel, ils sont obligés de répéter les messages 15 fois, 20 fois avant d'être entendus en Russie. Donc, il dit, moi, je peux émettre. Son antenne n'était pourtant pas orientée est, mais sa station était tellement puissante qu'elle n'avait pas de problème pour émettre en direction de la Russie. Par contre, il ne pouvait pas recevoir. Il était en train de prolonger son antenne. Alors, il faut imaginer ces 10 fils qui se réunissent sur un poteau, un mât central, qui repartent sur le plateau sur 6 lignes qui vont se terminer derrière les différents hameaux. Et un témoin que j'ai pu rencontrer racontait, j'ai vu planter les poteaux, il n'y a jamais eu de fil, on n'a pas compris ce que voulait faire Galetti. Eh bien, Galetti était en train de prolonger son antenne pour recevoir la Russie. Et donc il dit à Ferrier, j'émets vers la Russie, vous recevez la Russie, puisque je ne peux pas le faire, je termine mon antenne, et après servez-vous de ma station sans contrepartie. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est un moment très sombre qui mériterait la recherche d'historiens encore, parce que j'ai travaillé longuement avec Mario Guidone, historien de la science de l'Université de Bologne en Italie, et de Pavia. Et on n'est pas arrivé à faire la lumière sur ce moment clé de la guerre de 14. À ce moment-là, on sait juste quelques éléments importants. C'est que le préfet de la Savoie se bat pendant tout le mois d'août pour que cette station continue à fonctionner. Le général Prost, qui est chargé des affaires militaires de la Savoie, se bat lui aussi pendant tout le mois d'août pour que cette station continue à fonctionner. Et malgré tout ça, un beau matin, Galetti voit arriver un jeune capitaine, le capitaine Garnache. Il a des soldats pour l'aider. L'avis de réquisition a dit à Galetti, je démonte. Sauf que ce jeune capitaine, il avait roulé sa bosse. Je dis merci à Michel Mermet qui a fait les recherches sur ce capitaine Garnache. Et ce jeune capitaine avait bien roulé sa bosse dans la télégraphie sans fil dans les colonies. Et à l'époque, il travaillait à la Tour Eiffel, donc il savait très bien ce qui s'y passait. Et quand il a vu le fonctionnement de la station de Galetti, il lui dit, écoutez, je prends sous ma propre responsabilité de ne pas démonter. Vous poursuivez vos travaux de prolongation de l'antenne et vous aurez en charge les communications avec la Russie pendant la guerre. Qui était plutôt une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Sauf que refus d'obtempérer d'un capitaine aux ordres d'un lieutenant-colonel en période de guerre. Je sais pas, je connais pas trop la hiérarchie militaire, mais... Ça sent pas bon. Alors voilà, donc cette période elle est très sombre. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait juste que quelques temps après, c'est la marine qui est arrivée avec des soldats. Ils ont tout démonté sans précaution. Ils ont fait un inventaire très incomplet. Ils ont tout transporté à Bordeaux, parce qu'ils en ont fait, point d'interrogation. Ils ont mis les scellés et ils ont laissé 6 soldats pour garder la station. Alors les soldats, c'était des soldats âgés qu'on avait envoyés dans les tranchées, qui avaient fait la guerre, qui avaient été blessés. Ils se sont remis qu'à un. Il y en a un, d'après les témoins, qui boitait. Voilà, ils n'étaient pas en forme, mais suffisamment en forme pour garder une station où ils n'ont jamais rien eu à défendre, puisqu'ils n'ont jamais vu d'Allemands, rien du tout. En plus, la station était sous scellée, donc voilà. Et les soldats ont gardé la station pendant toute la durée de la guerre et même au-delà. Alors, on a pu retrouver la carte d'un des soldats qui écrit « On n'a rien à faire qu'à regarder travailler les paysans ». Alors, il y a un témoignage d'une dame qui était petite fille à l'époque, là, qui disait de temps en temps, quand on avait beaucoup de travaux, on allait chercher un soldat à la station pour nous aider à faire les travaux des champs.
Et puis ben voilà, la guerre se passe comme ça pour la station qui est sous scellée et qui n'émettra plus, qui est rendue muette. Elle a réémis après ou pas? Pas du tout, parce que alors il y a plein de péripéties, hein, parce que la guerre s'est terminée, on n'a rien rendu à Galetti. Il a fallu qu'il fasse un procès à l'État français. Je vous laisse imaginer comme ça a été facile. Le premier tribunal de la Seine s'est déclaré incompétent. Finalement, c'est le tribunal de Chambéry qui a récupéré l'affaire, qui a commencé à faire rendre le matériel, qui est revenu une deuxième fois par le petit train de l'Est à Host. Sauf que quand Galetti est allé récupérer son matériel, il a dit « Mais moi, je ne peux pas accepter ce qu'on me rend. » Tout ce qu'on lui rendait, vous entendez absolument tout, était cassé, rouillé, hors d'usage, inutilisable, irrécupérable. Donc il va chercher le notaire de Saint-Genis, maître Pasquier, pour le faire un premier constat. Et puis à la suite de ça, il y a un deuxième rapport d'expertise qui va être fait par 2 ingénieurs de Grenoble et un ingénieur de Lyon, sous la direction de M. Martin. Et là, les conclusions sont très claires, hein. Cette station était une des plus performantes de l'époque, prête à rendre des services inestimables au niveau scientifique et historique. Et si elle n'a pas pu fonctionner, c'est pas la faute de Galetti, c'est parce que la France n'a pas été capable d'utiliser cette station à un moment clé de l'histoire de France, où ça aurait pu rendre de précieux services. Parce que communiquer avec les Russes à l'époque qui étaient nos alliés, hein, c'est pas comme maintenant. Oui. Donc c'était très très précieux. Du coup, comment ça se termine cette station-là? Parce qu'il la récupère pas finalement? Il ne la récupère pas, donc le peu qu'on a rendu est inutilisable. L'État français est condamné à verser une indemnité de 180 000 francs. Sa station avait coûté 625 000 francs or, avant-guerre, 180 000 francs papier. C'est pas la même chose du tout, quoi. Il y a une station qui a été construite après-guerre, elle a coûté 80 millions. D'accord. Donc je vous laisse imaginer dans quel état était Galetti, complètement brisé, parce qu'il avait travaillé comme un fou pour concevoir, réaliser cette station, pour la faire fonctionner, parce que c'était pas évident, hein, elle n'a pas fonctionné d'un claquement de doigts. Et au moment où elle fonctionne, voilà, elle est arrêtée en plein envol. Donc c'est terrible pour lui, c'est terrible. Il finit comment alors? Il fait quoi après ça? Eh bien, c'est un pionnier, hein, il ne se décourage pas, il continue ses recherches. Alors, il a travaillé sur l'équation universelle. D'accord. Il pensait l'avoir découverte. Alors après, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Il est parti d'une équation avec une erreur, donc forcément, c'est compliqué. Mais il avait fait graver la pierre de son portail. Equationem Universalem Rerum Naturae 1922. Donc ça fait 102 ans. Et puis il a travaillé alors de façon remarquable. Mario Guidone disait que c'était une invention fantastique. Il a travaillé sur le radioguidage d'avion. C'est-à-dire, il est allé à la Ferranti à Manchester et il a conçu un système de vol aéroguidé. Donc avec antenne émettrice, antenne réceptrice. Et on a le témoignage d'un journaliste de l'Evening Chronicle qui est monté dans cet avion, dans ce vol aéroguidé entre Manchester et Bristol, aller et retour. Et ce journaliste est complètement émerveillé. Il dit c'est fantastique, on est en dessus des nuages. Et même moi, je serais capable de piloter l'avion parce que quand on est dans ce rayon, on entend le bip bip bip. On sort du rayon, on n'entend plus rien. Et ce journaliste rêvait et disait j'espère qu'un jour, tous les avions et tous les bateaux seront équipés de ce merveilleux système pour se diriger dans les mauvaises conditions atmosphériques. On est au mois de juillet 1931. D'accord. Et j'ai pu récolter des témoignages de résistants qui, pendant la Seconde Guerre mondiale,
un résistant qui était originaire de Saint-Genis, qui pilotait les avions en Angleterre et qui disait on suivait les cours d'eau, on suivait les lignes de chemin de fer, on suivait les routes. Pas évident. Voilà. Effectivement, très bien. Avant de terminer, deux petites choses. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes de M. Galetti qui vous ont vraiment marqué, vous? Alors, dans la vie de Galetti, alors déjà, comment dire, parce que cette histoire, elle s'est construite au fil du temps dans une association qui s'appelait Rencontres et Loisirs. Donc, en fait, toute la construction et l'aboutissement de ce que vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de rencontres. D'accord. Il faut juste être ouvert aux autres, ouvert à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font, à ce qu'ils proposent. Et il se produit tout au long de ces rencontres des petits miracles. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu cette histoire. Parce que vraiment, au début, c'était une affaire classée. J'avais fait des trous aux photos, donc mis dans un classeur. Donc pour vous dire que j'ai pas imaginé une seconde que ça pouvait avoir une dimension pareille et qu'on arriverait un jour à un musée qui recevrait du public. Et je voudrais rendre hommage ici déjà à tous ces témoins qui sont là sur mon dos, qui m'accompagnent, parce que c'est eux qui m'ont donné le sel de cette histoire avec leurs récits, leurs anecdotes. C'est cette image de Galetti qu'ils ont reçue comme un homme extraordinaire. En fait, ceux qui ont rencontré Galetti, ils étaient illuminés. Il y avait quelque chose qui était passé en eux, parce que c'était un homme extraordinaire, un grand humaniste. Donc voilà, ils avaient été très marqués. Donc ils m'ont renvoyé tout ça, et sans cet écho, ce miroir qui m'envoyait, je pense que je n'aurais pas eu envie de continuer à rencontrer d'autres. Et puis, dans tous ces témoins, je n'oublie pas Suzanne Provandi. Alors Suzanne Provandi, elle était la fille de la cuisinière des Galetti. Et Suzanne Provandi, elle est restée amie avec Madame Galetti et sa fille Germaine qu'elle avait eue d'un premier mariage avec le comte de Messigny de Trévoux. Et du coup, ces deux femmes sont mortes dans la misère la plus noire. Après l'histoire de Galetti, vous imaginez bien qu'il ne restait pas beaucoup d'argent dans la famille. Et du coup, en reconnaissance, elle a eu la maison. D'accord. Vous savez comment ça fait quand on n'est pas en lien direct. Elle n'a pas pu garder la maison. Elle savait que Galetti avait fait quelque chose d'important. Elle s'est fait aider pour récupérer les archives. Elle les a confiées à la nièce qui était en Italie, Gladys Mozzarelli, qui les a classées et qui, en 1971, écrivait à une de ses cousines, Emma Galetti, « J'ai fini de classer les archives de l'oncle Clément si un jour ça intéresse quelqu'un. » Et nous, on arrivait l'année d'après avec toutes nos questions. Donc, elle a commencé à nous fournir des photocopies d'archives. Et puis, elle est venue à notre fête en 1972, où, grâce à Lucien Vernet, qui animait notre fête du Mont-Tournier, on a pu créer une petite pièce de théâtre sur Galetti. On a fait revivre Galetti dans notre petit village. Et donc, quand elle a vu notre enthousiasme autour de Galetti, elle nous a dit « Trouvez un local. Oui. Et l'année prochaine, je reviens, je vous confie les archives de mon oncle. » Alors, la commune a bien joué le jeu, puisqu'ils nous ont confié une petite pièce de cet ancien presbytère où il y avait plus de prêtres, voilà. Et donc, nous avons installé Galetti dans une petite pièce insalubre, on va dire ça comme ça. Il y avait de l'humidité jusqu'à mi-mur. On ne savait pas que les archives étaient aussi importantes. Et du coup, on ne savait pas. Il y a eu... Non, mais voilà, non, au début, elles n'ont pas été conservées dans des bonnes conditions. Voilà. Et puis, ça n'intéressait personne. Absolument personne. C'était en quelle année ? 1973, création du musée, donc ça fait 51 ans maintenant. Et ça n'intéressait personne. Donc, dans les années 80, on se disait, bon, on va proposer de rendre à la famille,
Ou si la famille ne veut pas, on confiera aux archives à Chambéry, ou on donnera à un autre musée de la radio, mais Saint-Maurice, 160 habitants, on n'aura jamais les moyens de faire quoi que ce soit avec cette histoire. Et on était dans cette réflexion-là, quand des collectionneurs radio se réunissent autour de Jean-Paul Sipierre à Pont-de-Beauvoisin, avec le club Histoire et Collection Radio qui avait été créé par Paul et Kate Sweiler, qui étaient membres créateurs de ce club Histoire et Collection Radio. Ils sont venus découvrir cette histoire, ils ont mis le nez dans les archives. Ils ont dit, mais attendez, il a fait quelque chose d'aussi important que Marconi. Marconi a un monument de 3 mètres de haut, on va se cotiser, on va lui offrir, nous aussi, un monument de 3 mètres de haut. Alors, le monument est un petit peu moins haut, parce que le propriétaire ne voulait pas entendre parler de monument sur son pré, voilà. Alors, on a beaucoup parlementé, fait baisser la hauteur du monument, et on a mis le nom de son père qui était gardien de l'antenne. Oui. Voilà, si bien que la stèle a été inaugurée le 12 juin 1988, en présence de la commune de Saint-Maurice et de son maire qui a beaucoup accompagné cette histoire, donc Roger Rive, de notre association Rencontres et Loisirs avec son président. Alors, il y avait eu ces 2 présidents qui ont bien accompagné cette histoire, c'est Paul Cottarel et Luc Revel. Et puis de tous les témoins qui étaient un petit peu venus soutenir cette histoire. Et il y avait aussi le club Histoire et Collection Radio, les radios amateurs du REF 73 et 38. D'accord. Et puis, donc notre association, bien sûr, Rencontres et Loisirs, et la famille de Galetti qui était venue des 4 coins d'Europe. Pareil, c'était un moment spécial pour Galetti, puis on pensait que c'était un moment unique et puis qu'on allait passer à autre chose. Et en fait, cette journée a plu à tout le monde et on a recommencé toutes les années. Et du coup, la nièce, chaque fois qu'elle pouvait, elle venait à cette manifestation. Et elle écrivait des articles dans la région natale de Galetti. Donc, il était né à San Venanzo. On parlera peut-être tout à l'heure de sa vie dans sa jeunesse et tout ça. Et donc, dans sa région natale de Fermo, Torre San Patricio, ils ont commencé à se dire, enfin, c'est qui ce Galetti qui est né chez nous, qui a l'air d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire à l'autre bout du monde, on ne sait même pas où c'est. Donc, ils ont voulu en savoir plus et lui offrir un San Patricio d'or pour ses travaux de télégraphie sans fil et de radioguidage d'avion. Et pour ce faire, donc c'est là que Mario Guidone, historien de la science de l'université de Bologne, a commencé les premières recherches. Donc il s'est mis en relation avec nous qui avions les archives et on a commencé à explorer les archives. Donc il y avait notamment les archives de Righi, voilà, il y avait Galetti avait beaucoup écrit à la Dante Alighieri parce qu'il était très très marqué par Dante, etc. Donc commencer à travailler là-dessus. Puis ensuite, tous les travaux de Galetti, les brevets, etc. Et donc l'hommage a été rendu en Italie en 1992. Ils lui ont offert ce comment je vous ai dit J'ai plus le nom. Oui. Ils lui ont offert ce titre, voilà, de Torre San Patricio, en hommage à tous ses travaux. Et puis ensuite, Mario Guidone m'écrit en me disant, écoutez, si vous avez encore un petit peu de temps, est-ce qu'on peut continuer les recherches ? Donc Mario Guidone a travaillé de 1991 à 2004 sur les archives de Galetti. Et ça a donné lieu au congrès international. Vous avez l'affiche en face de vous. Donc le 4, 5 et 6 juin 1999. Alors le 4 et 5 juin, c'était à Fermo, à la Sala dei Ritratti. Et là étaient invités des universitaires, scientifiques et historiens italiens, anglais
français, le musée de Manchester où Galetti avait fait ses travaux de radioguidage d'avion. Oui. Et là, on a vu Marconi déboulonner de son monopole de la télégraphie sans fil en Italie et Galetti réhabilité dans cette grande histoire de la télégraphie sans fil. Donc, c'était des moments très forts. Hein. Voilà, il y avait des conférenciers pointus. Hein. Voilà. Il y avait 2 livres qui ont été réalisés à ce moment-là, un qui était prêt pour le congrès, où il y a eu ensuite tous les actes des congrès. Et puis le 3e jour, c'était à sa maison natale de Torre San Patrizio. Donc une journée fantastique avec les radios amateurs. Toujours. Toujours. Dans le coin finalement, là maintenant. Les radios amateurs, les radios amateurs, c'était les radios amateurs italiens. En plus. Italiens, qui ont fait des communications toute la journée. Et du coup, on nous a présenté, donc ce jour-là, j'ai fait une présentation de Galetti, de ce qui s'était passé à Saint-Maurice. Donc les gens de Torre San Patrizio ont découvert l'histoire de ce pionnier et ce qu'on avait fait. Donc on était en 1999, ce qu'on avait fait depuis 1969, donc ça faisait déjà 30 ans. Qu'est-ce que je dis ? Oui, 30 ans. Oui. Déjà 30 ans. Qu'on travaillait sur Galetti. Donc voilà. Et eux, ils avaient beaucoup travaillé dans ce domaine et avancé sur cette histoire de cette maison, puisqu'ils avaient décidé de faire de cette maison un centre scientifique et historique à son nom. Le projet était construit, financé. Parfait. Demande de subvention attribuée. Des jeunes étudiants avaient fait la maquette, un CD-ROM. Donc nous sommes revenus gonflés à bloc d'Italie. On avait beaucoup de difficultés pour faire reconnaître Galetti ici dans notre petit coin. Et là on s'est dit, là-bas au moins la mémoire de Galetti sera conservée, il faut faire quelque chose de bien. Et du coup, ça a donné quoi ici ? Eh bien malheureusement, j'ai découvert 4 ans après qu'il ne s'était rien passé, donc j'ai voulu en savoir plus. Et j'ai découvert que la commune avait refusé une énorme subvention. Changement de municipalité, ils ont abandonné le projet, refusé la subvention. Et donc la maison s'écroulait un peu plus. Et pourtant, là, on est bien au musée, donc c'est qu'il a réussi à renaître de ses cendres, hein, quelque part. Ici, mais voilà, en Italie. Alors, je vais vous en parler tout de suite, comme ça sera fait, je ne l'oublierai pas. C'est qu'en fait, il y a 1 an à peu près, un petit message d'Italie qui tombe en plus dans les spams, donc il a failli être oublié, comme chaque fois Galetti. Hein. Et en fait, c'était un de ces jeunes étudiants qui avait continué à travailler sur Galetti. Et il y a une nouvelle municipalité qui est prête à faire revivre Galetti. Sauf que c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut beaucoup plus d'argent qu'en 1999. Oui. Et que la maison s'est un peu plus écroulée, etc. Voilà. Mais ils ont la volonté de faire connaître Galetti dans son village, quoi. C'est bien. Donc, merveilleux, quoi. Merveilleux. Donc il y a Tonino, Luca et l'adjoint au maire qui sont au travail pour faire revivre cette mémoire. Donc ils sont venus pour le 11 novembre. On a passé 2 journées fantastiques autour de cette histoire. Donc ils ont découvert un petit peu le territoire où a œuvré Galetti. Et donc voilà, ils aimeraient bien faire un jumelage. Donc tout ça mijote dans un petit coin. Donc le musée va finalement aller également en Italie, ici. Ben oui, on espère pouvoir y arriver. Bon. Jusqu'à maintenant, c'est une vraie réussite, en tout cas, sur tout ce que vous avez fait. Des fois, c'est difficile, mais voilà, il faut être patient, disons. C'est sûr. Puis, il y a la communauté radioamateur qui est... Ah ben voilà, communauté radioamateur, beaucoup. Ah, beaucoup. Ah ben, je pense que la chance inouïe de Galetti, dans un premier temps, c'est d'avoir rencontré les collectionneurs radio et les radioamateurs. Sans eux, c'était pas possible, hein. C'est eux qui d'entrée de jeu, ont dit mais il a fait quelque chose d'aussi important que Marconi.
il faut qu'on ait un geste de reconnaissance et qu'il y a eu cette stèle et qu'ils ont dit mais il faut animer, il faut faire une fête et tout ça. Et on a fait, depuis 1988, on fait une fête de la radio avec les collectionneurs radio et avec les radios amateurs du 73 et du 38. Avec le REF 73 et le REF 38. Et le REF 38, voilà. D'accord. S'il n'y avait pas eu ça, Galetti serait resté dans ses cartons. Hein. Voilà, il y aurait eu ce petit bout de recherche au départ et puis ça serait resté lettre morte, hein. Vraiment. Ah oui, non, mais la communauté radioamateur est très soudée et très oui. attachée à son histoire aussi. Donc ça, Bien sûr, c'est une, bien sûr. une certitude. Et on a des rencontres fantastiques parce qu'il y a toute une équipe de radio-amateurs avec leurs présidents qui ont toujours eu la volonté de soutenir Galetti. Donc, ils sont là, présents pour la fête de la radio, donc de 1988 à 1999. Oui. Toutes les années, D'accord. deuxième week-end de juin. D'accord. Donc, c'est toujours cette date-là. Sauf que quand les Italiens sont venus nous rejoindre, on a eu les manifestations de l'an 2000, et c'est devenu beaucoup plus lourd à organiser. Nous, on n'est quand même pas nombreux, hein, on est un tout petit village. Donc, on a décidé de faire cette fête de la radio tous les 2 ans. Donc, c'est toutes les années bissextiles. Donc, c'était cette année, hein, c'était le deuxième dimanche de juin, donc le 9 juin 2024. Et cette année, on avait choisi le thème de la Seconde Guerre mondiale et de la radio dans la résistance. Voilà, parce qu'on prend toujours un thème. Oui. Voilà. Et du coup, cette fête a été porteuse, hein, parce qu'elle nous permet de faire connaître Galetti, parce que les radioamateurs demandent un indicatif spécial. Oui. Et du coup, à travers cet indicatif spécial, communique l'histoire de Galetti par-delà les frontières. Ah mais complètement. Ça, voilà. oui. Hein. Donc, voilà. Et on a des cartes QSL, c'est fantastique. Hein. Donc, moi, j'apprécie beaucoup le monde des radioamateurs qui n'a pas de frontières dans la tête. L'humanité est une grande et seule famille. Oui. Et on est prêt, voilà, à faire plein de choses pour la faire évoluer. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Alors justement, à l'intérieur du musée, on peut voir une station radioamateur. Et j'ai appris là depuis, juste avant qu'on commence l'interview, qu'elle est également disponible pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Voilà. Donc c'est également un partenariat avec l'UNARAF. l'UNARAF, c'est ça. C'est Très ça. Bien. Nous avons apprécié la présence de Tony, hein, qui est un fidèle parmi les fidèles soutiens du Radio Musée Galetti. Hein. Donc voilà, et qui, comme le musée a été transformé au fil des ans et que depuis 2016, il a la labellisation tourisme et handicap pour les 4 handicaps, eh bien Tony a eu à cœur de faire vivre cette partie du musée avec le petit coin réservé aux radioamateurs. Écoutez, ça c'est une très bonne chose. Du coup, ce musée est labellisé, mais comment se déroule un petit peu la visite au musée ? Déjà, on peut venir quel jour ? C'est ouvert tous les jours ? Il y a des jours de... Alors, on est obligé parce que on n'a pas les moyens financiers. Le Radio-Musée Galetti a été quand même bien éprouvé par le Covid. Oui. Donc, voilà, on a la chance d'avoir pu maintenir 2 emplois à temps complet. On a une belle équipe, hein, voilà, qui n'est pas nombreuse, mais qui est solide et efficace, et qui peut faire visiter le musée. Alors, le musée n'est pas ouvert tous les jours. Si vous voulez le visiter en individuel, vous regardez sur le site, il y a les jours et heures d'ouverture. Par contre, pour les groupes, c'est tous les jours sur réservation, même la nuit si vous voulez. On peut faire une visite. Oui, j'ai déjà fait une visite nocturne, donc avec des techniciens de FR3 pour les championnats du monde d'aviron. D'accord. Donc oui, donc c'est possible la nuit aussi. Un musée ouvert 24 heures sur 24, c'est top ça. Sur réservation. Sur réservation, voilà. La visite, le temps moyen d'une visite, ça dure combien de temps à peu près ? Alors, on est sur 7 chemins. Sur 7 chemins ? Oui, 7 chemins. C'est pour ça qu'on a ouvert un petit bistrot boutique et qu'on a créé un emploi. Parce qu'on était sollicités. Vous n'avez pas un petit bout de pain ? Vous n'avez pas un café ? Et on se disait,
il faudrait répondre à cette demande parce que c'est vraiment un besoin. On est sur le chemin de Saint-Jacques, sur le chemin d'Assise. Oui. Et sur plein d'autres chemins, la grande traversée des Alpes, le chemin du Soleil, les chemins casadéens. Voilà, récemment, une historienne nous a découvert la liaison via Rona, Chambéry par le tunnel du Chat. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir accueillir comme il faut. Oui. Voilà, et du coup, j'ai perdu le fil, c'est le cas de dire. Pourtant, c'est pas loin. Hein. Oui. Les films sont vraiment pas loin. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de visiter ce musée il y a 3 ans. Mhm. Vous me parliez de petits restos, buffets, de petits bars comme ça. Et vous êtes venu en période Covid? Juste après le Covid. Juste après le Covid. Et on a pu goûter des petites glaces artisanales. Ah oui, elles existent toujours. Mais elles sont délicieuses. Ah oui. Ça rime. Ne ratez pas les petites glaces de Samuel, l'avalanche à Yen. Oui, vraiment. Hein? En termes de tarifs pour la visite, une personne qui va venir éventuellement ici, il faut compter Voilà. à peu Ah près. ça dépend. Voilà. Si elle est en visite guidée, c'est 7 euros. Oui. Voilà, autrement 5 euros. En groupe, c'est 4 euros. Voilà. Il y a combien de bénévoles dans l'association du coup? Parce que c'est géré par une association? Oui, c'est géré. Alors, c'est géré par une association. Voilà. On a deux employés, 2 personnes. Et puis on a une petite équipe. Alors, vous savez, c'est comme les ondes. Oui. Donc on a des cercles concentriques, hein, on a un petit noyau, puis après il y a un petit groupe un petit peu plus élargi quand on a par exemple des groupes qui viennent, donc il faut être plus nombreux, et puis quand on a une manifestation, et puis etc. Voilà, on a une trentaine d'adhérents et on peut faire appel quand on a des besoins spécifiques. Et justement, en parlant de groupes et autres, il y a des programmes éducatifs, il y a des écoles qui viennent visiter le musée, il y en a eu? Oui. En fait, le musée fait partie du parcours historique parce que parmi les liens qui nous ont beaucoup accompagnés, parce qu'il y a tant de personnes qui ont accompagné ce musée, qui l'ont soutenu pour qu'il se développe, hein. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, mais parmi ces liens, il y a la conservation du patrimoine du Conseil départemental de la Savoie. Ça a permis quand même un essor fructueux du musée, puisqu'on a pu le développer, et le Radio-Musée Galetti fait partie du réseau des musées de Savoie. Et à ce titre, on a des animations spécifiques et on est aussi accompagné pour la communication. Et donc cette année, la conservation du patrimoine de Savoie fête ses 20 ans. Et à ce titre-là, on aura un concert avec un petit groupe de Ascolta, qui sont 3 femmes qui chantent des chansons en italien. D'accord. Donc réservez la date du 9 août. Voilà, à 18h30, vous pourrez entendre chanter en italien. Dans le musée? Ça sera à l'église. Hein, parce juste à côté. Parce qu'on est obligé de pousser les murs. Hein, un petit peu. Le musée, il est petit, il fait le maximum, mais il est petit. En tout cas, il y a plein de belles pièces à voir dans le musée. Moi, j'ai pu visiter déjà et je m'en garde un très bon souvenir, aussi bien de la qualité de ce qu'on voit, que de l'accueil, que de l'accompagnement, que tout. On a une chance inouïe que les radioamateurs et les collectionneurs radio nous ont donné leurs plus belles pièces. Franchement, on n'a pas eu besoin de faire appel à dons. Hein. Non, les dons sont arrivés. J'ai eu juste un moment d'angoisse quand on a fait la 2e étape du musée. On avait des promesses de dons, qui avaient des belles étagères qu'on avait installées, puis il n'y avait rien. Je me disais, mais c'est peut-être fou d'avoir parié sur des dons, mais j'ai pas eu besoin de les réclamer, ils sont arrivés tout seuls. Et maintenant, on est plutôt dans le... Enfin, c'est un problème parce que beaucoup de gens arrivent maintenant avec des dons et on n'a plus la capacité de les accueillir. Donc, je fais appel parce que le musée est sur le chemin, enfin sur la route plutôt, chemin, sur la route du son, de l'électricité, du son, de la radio. Oui.
connaissez, c'est cette route des ondes, C'est ça. en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, voilà, je pense qu'à ce titre-là, il faut vraiment que la route des ondes ait les oreilles ouvertes sur tous ces patrimoines. Parce que moi, ça me fend le cœur. Je vois des collectionneurs qui ont travaillé toute leur vie. Donc, des fois, c'est 60 ou 70 ans de leur vie où ils sont allés chiner, ils ont trouvé des appareils, ils les ont restaurés, ils ont permis qu'ils marchent. Alors, malheureusement, maintenant, ils ne reçoivent pas grand-chose avec les relais qui se sont arrêtés. Mais donc, ces postes sont magnifiques et il y a des collections, moi j'ai peur qu'elles partent à la déchetterie et ce serait quand même dommage parce que c'est toute l'histoire de la radio et c'est quand même une histoire essentielle. Enfin, il faudrait vraiment... Enfin, la radio, que serait l'humanité sans la radio? Enfin, jusqu'au fin fond des déserts et tout ça, on voit le Touareg qui au fin fond du désert a son petit poste transistor pour écouter les nouvelles du monde. Ils sont souvent mieux informés que nous. Il y a moins de fake news. Il y a moins de fake news. Tout à fait. Tout à fait. Alors, le musée, il est déjà... Moi, je trouve qu'il est déjà bien. Il va s'agrandir encore, il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux... On a été interrompu et secoué par la crise Covid. Oui. Il y avait un projet de développement, mais pour le moment, il est à l'arrêt. Donc, il va reprendre peut-être. Écoutez, on croise les doigts, il faut qu'il y ait des volontés derrière, voilà, parce qu'il faut des sous. C'est le nerf de la guerre. Il faut de des toute façon. sous, et vous savez bien les conditions actuelles, donc voilà. Donc on croise les doigts, on ne désespère pas, voilà. Mais pour le moment... il y a déjà le partenariat avec l'Italie. Il y a le partenariat à l'Italie. On a plein de partenariats, en fait. Je ne voudrais pas en oublier. C'est toujours difficile quand on est en train de récapituler. J'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. Parce que... C'est ça, d'avoir des gens qui sont motivés à faire avancer un projet. Historique en plus. Mais bon, déjà sur le territoire, il faut rendre hommage aux maires qui se sont succédés, qui ont toujours cru en cette histoire et qui l'ont accompagnée. Comme je vous disais, il y a la conservation du patrimoine, mais il y a aussi le SMAPS, qui est le syndicat mixte de l'Avant-Pays savoyard, la communauté de communes. On a eu aussi des aides de l'Europe, de la région. Donc sans ça, on n'aurait pas fait, par exemple, le livre ou le développement du musée. Il y a un DVD qui existe déjà. Un DVD, oui. Ce DVD, il est sur les spectacles déambulatoires qu'on a fait pendant la durée des travaux, justement. Parce que le musée a été fermé de 2009-2010 jusqu'à 2014. Donc pendant cette période-là, en 2012, 2013, 2014, nous avons fait 13 spectacles déambulatoires avec Gérard Desnoyers, qui était metteur en scène, une belle équipe de professionnels, soit musiciens, soit artistes, comédiens, et puis une jolie troupe de comédiens du secteur qui se sont lancés. Ça a été vraiment des moments fabuleux. Voilà, à travers... on a revisité l'histoire de Galetti dans ce moment clé où sa station commence à fonctionner et puis la guerre arrive, tout ça. Et donc, voilà, c'était bien. On a eu la chance d'avoir un jeune sur la commune qui a fait des études de cinéma, donc Thomas Gache, et il nous a fait un joli film. Il a reconstitué, donc il a suivi ce spectacle déambulatoire et il a fait un DVD qui est en vente au Radio Musée Galetti. Oui, il y a aussi un livre. Il y a aussi un livre qui existe. On a eu la chance d'avoir des aides justement de la région de l'Europe pour faire ce livre en 2004. Ce livre, il est très précieux parce que il réunit un petit peu tout ce qui s'est fait au niveau de la mémoire de Galetti.
Donc, ce qui était très difficile pour nous, c'était d'avoir la mémoire scientifique et historique. C'était très difficile. Mario Guidone a mis des années avant d'écrire Eureka. J'ai compris comment ça marchait. Et il se dit en Italie que c'était la seule personne qui était capable de faire ce travail. Donc je ne sais pas si vous imaginez la chance de Galetti d'avoir rencontré Mario Guidone. Donc c'était important que ce travail qu'il avait fait soit dans un livre et qu'il y ait la mémoire de ce travail. Alors c'est sûr que quand on n'est pas technicien et qu'on n'est pas spécialiste et qu'on lit ce livre, il y a des parties qui sont délicates, difficiles, mais on peut suivre le cheminement de l'histoire en sautant ces passages un petit peu difficiles. Et puis il y a aussi tout le cheminement de la construction, de la réalisation du musée, comment c'est arrivé, comment ça s'est fait. Et puis surtout tous ces témoignages de gens qui ont soit travaillé avec Galetti, soit connu Galetti, soit apporté des précisions sur cette histoire pour mieux la comprendre. Alors, je vous remercie de revenir sur 2-3 petits points qu'on avait vus, qu'on n'a pas eu l'occasion d'enregistrer au premier passage, sur l'enfance de Galetti. Oui, alors Galetti, il est né à Torre San Patricio, donc près de Fermo, sur le bord de l'Adriatique, dans les Marches. Vous savez, ces magnifiques maisons sur des collines perchées. Oui. Voilà. Donc, de sa maison natale de San Venanzo, il avait la vue sur la Yougoslavie. D'accord. Par temps clair. Et puis sur ces monts Apennins qui ont été... cher à Leopardi, donc qui était un poète italien. Et du coup, Galetti a grandi sans doute avec cette envie de communication au loin, puisqu'il voyait ces terres un petit peu plus loin. Et il paraît que tout petit, il s'est intéressé au mystère des ondes, a fait ses brillantes études pour devenir ingénieur. Alors, sa famille, il a grandi dans cette famille qui était une famille aristocrate, très cultivée. D'accord. Il parlait couramment 3 langues, donc l'anglais de la mère, l'italien du père et le français aussi du père, puisque dans la famille de son père, il y avait des origines françaises. La famille était venue de Cadillac, en Gironde. D'accord. Et c'est pour ça que Galetti s'appelle Roberto Clemens Galetti di Cadillac, avec l'écriture ancienne de Cadillac. D'accord. L-H-A-C. Voilà, maintenant ça s'écrit 2 L-A-C. Donc, dans la famille, on était reçus aussi bien à la cour d'Angleterre qu'à la cour de Savoie. Et donc, cette famille était très, très ouverte au monde. Voilà. Donc, il a grandi en plus sous les armoiries de la famille du père et de la mère. Et la mère s'était persévérée, donc il fallait persévérer. Et puis du côté du père, eh ben, je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas si je l'ai noté. Oui, ça y est, c'est là. Donc il y avait la devise donc la valeur personnelle peut conquérir les étoiles, et sur vrai. l'autre il y a persévérer. Voilà. Donc du côté du père, alors moi je suis mauvaise en latin, facit sua sidera virtus, la valeur personnelle fait conquérir les étoiles, et la devise du côté de la mère c'était persévérer. Donc il a grandi là-dessus, accompagné par aussi Dante Alighieri. Donc audace et persévérance, c'était on va dire c'est deux fils. D'accord. C'est 2 fils, voilà. Après, c'est vrai qu'il avait aussi dans ses armoiries un coq. Et Galetti veut dire petit coq. D'accord. Voilà. Donc, un caractère bien trempé. Et voilà. Pour faire tout ce qu'il a fait, de toute façon...
sans doute. Sans doute. Mais il a beaucoup travaillé. Un travailleur. Les voisins disaient Galetti, quand est-ce qu'il dort, on n'en sait rien. La lumière de sa chambre est éclairée toute la nuit, on peut se lever à n'importe quelle heure. Donc, au moins, on peut dire qu'il y avait un peu de lumière quelque part, parce que c'était le seul à avoir l'électricité, du coup. À Murs, je ne sais pas, oui, peut-être. Voilà. Ce qu'il est important de dire aussi dans tout ce travail sur la station de télégraphie sans fil, c'est les conclusions de Mario Guidone. Oui. Parce que lui, ses conclusions sont claires. Il dit la station de l'Échaud était un chef-d'œuvre. Elle était la plus perfectionnée des stations radiotélégraphiques à étincelles. Il disait en comprendre le fonctionnement, c'était comprendre le fonctionnement des autres stations à étincelles. Donc ça c'est sûr. Et une autre de ses conclusions, c'est la destruction de cette station est une erreur de l'histoire de France, payée par du sang supplémentaire réclamé aux poilus. Et donc suite à ces conclusions, on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre commune, qu'est-ce qui est arrivé, qu'ont fait nos anciens pendant cette période-là. Et on a fait une petite recherche pour savoir ce qui s'était passé. Et en fait, on a pu retrouver le parcours, vous savez, avec le site Mémoire des Hommes, on peut retrouver les hommes qui ont combattu durant les différentes guerres. Et donc, on a retrouvé les 57 hommes qui sont partis pendant la guerre de 14 à 18. 57 hommes sur une population de 284 habitants. Et on a lancé une recherche dans les familles, en pensant qu'on ne retrouverait pas grand-chose. C'était 90 ans après pour l'anniversaire de l'armistice, du 11 novembre. Et en fait, on a été noyés, on n'a pas fini d'explorer. Ça a donné lieu à une exposition artisanale. D'accord. Et puis, on a déposé un dossier auprès des maires de France qui avaient lancé une recherche pour savoir s'il y avait des gens qui faisaient des choses sur la Première Guerre mondiale. Et l'histoire de Galetti, sa station dans la tourmente de la guerre de 14-18, plus l'exposition Poilu d'ici, poilu d'ailleurs, a été labellisée Mission Centenaire 14-18. Et à ce titre-là, on a pu refaire l'exposition. Cette exposition qu'on peut proposer lors des visites. Ça peut être aussi un deuxième volet. D'accord. Voilà. Très intéressant, effectivement. Voilà. Et puis, on est, parce que comme on participe à la fête de la science, les radioamateurs sont présents à toutes nos fêtes de la science. Ils viennent au manège à Chambéry pour participer. Ils ont un succès fou. Des échanges avec surtout les jeunes qui sont très intéressés par le Morse. Oui, parallèlement avec toutes les nouvelles technologies, généralement les jeunes sont passionnés par le Morse. Voilà. Et puis, je ne sais plus ce que je vais vous dire là maintenant. Couper ça. Moi, je voudrais juste revenir un tout petit peu justement sur l'antenne. Ah oui, l'antenne. Et oui, l'antenne qui était... Rebondissait. Je suis attachée au fil, mais je ne sais pas quoi. Alors, cette antenne a été gardée par quelqu'un. C'est lui qui a hébergé la stèle après, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, en fait, oui, cette antenne, elle était gardée parce que vous imaginez ces fils de 10 km là, qui pendaient. Autrefois, il y avait de la neige. Oui. Il gelait. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais à l'époque, c'était vraiment... Il y avait de l'hiver du mois de novembre jusqu'au mois de mars, où on ne voyait pas un brin d'herbe. Donc, Jean Gros, il était le gardien de l'antenne. Il s'était fait une petite cabane, il se chauffait dans sa cabane. Et régulièrement, quand il neigeait, quand il givrait, il était sur le site, vous l'imaginez, la nuit dans le brouillard, avec son bâton d'ébonite, qui est un isolant à base de caoutchouc et de soufre, au bout d'une canne de bambou. Et donc, il secouait les câbles. Alors, on l'imagine avec sa petite lampe tempête. Sur le bord de la falaise, il ne fallait pas qu'il glisse, il ne fallait pas qu'il fasse un pas de trop. C'était à 500 mètres quand même.
Mais les antennes sont à 500 mètres, donc elles montent 500 mètres. 500 mètres plus haut, oui. Oui. Donc il ne fallait pas glisser. Donc oui, effectivement, et puis sans lui, la station n'aurait peut-être pas continué. Eh bien, c'est-à-dire que le problème, c'est que les fils, ils cassaient, c'est arrivé. Il y a un témoignage, alors, il y a des témoignages savoureux, parce qu'il y a un petit jeune, il avait 12 ans. Vous savez, à l'époque, à 12 ans, il passait le certificat d'études. Oui. Et puis après, ils allaient au boulot. Et donc, Francisco Joly, il a eu la chance d'être embauché par Galetti. Et lui, il était très fier parce qu'il gagnait 30 sous par jour, plus que son père. Hein. Et il disait à ses copains, allez donc gagner 30 sous par jour en allant dans les fermes, quoi, travailler, parce qu'ils se plaçaient comme journaliers, les jeunes à cette époque-là. Et du coup, il y a des anecdotes savoureuses avec Francisco Joly, mais savoureuses, mais dangereuses, parce qu'il disait, si on ne s'est pas fait tuer, c'est un miracle. Il y avait de l'électricité partout. Il y avait des étincelles de 20 cm sur le fil d'enceinte. Donc le dimanche, c'était l'attraction du coin. Tout le monde venait voir cette station. Et lui, il passait son temps à courir après les gens et à leur dire, vous n'approchez pas, vous ne touchez pas les fils, puisqu'il y avait de l'électricité jusque sur les fils. C'était hyper dangereux. Et quand Galetti faisait ses émissions vers la Suisse ou l'Amérique, toute la falaise était illuminée. Ça faisait des étincelles, ça faisait des arcs électriques, des zzzz. Et ça a traumatisé nos anciens. Vous imaginez, ils avaient peur de l'électricité et ils voyaient des étincelles sur 10 km tous les soirs. Donc voilà. Conférence partenariat puis les films. Ouais. En partenariat, qu'est-ce qui a été ajouté également encore au musée ? Alors en fait, suivant les rencontres, les partenariats se dessinent. Donc on a fait des choses par exemple avec le musée de Modane, musée de la frontière. Voilà, parce qu'ils sont en liaison aussi avec l'Italie, avec le musée des Beaux-Arts au moment de la guerre de 14. Bien sûr, on a un partenariat avec la galerie Oreca qui, quelquefois, nous prête des expositions. On est aussi en partenariat avec le mouvement de la paix de l'avant-pays savoyard. Aussi avec le club Catra qui a fait un magnifique film Antenne Harpe dans ce moment agité qui était confinement, déconfinement et tout ça. Voilà, donc il y a un film qui est porté par Françoise Cottarel et avec le club Catra, club vidéo d'Aix-les-Bains. D'accord. Et ils ont réalisé un magnifique film qui devait faire 2 minutes et puis qui finalement fait presque 30. Voilà. C'est souvent le cas. Voilà, donc si vous avez envie de le voir, venez à une manifestation autour de la radio. En général, on le passe ce jour-là. On a eu aussi un partenariat avec Vivre les Sons. Alors Vivre les Sons, c'était une aventure exceptionnelle qui malheureusement s'est arrêtée. Galetti le regrette beaucoup. C'était le projet de faire 10 lieux virtuels ou physiques autour du son, donc dans la région nord de l'Isère. D'accord. Voilà, et donc il y avait des communes qui étaient impliquées. Il y a eu 3 fois Vivre les Sons avec des rencontres fabuleuses, comme par exemple Arte Radio, ou comment s'appelle-t-il, Joël Sternheimer, Jérôme Seur, etc. Oui. Voilà. Malheureusement, cette aventure s'est arrêtée. Après, on a aussi d'autres partenariats qui sont plus virtuels. Par exemple, avec la FNAR, qui est la mémoire de la recherche historique autour du téléphone et de la radio. D'accord. Voilà. Donc, on essaye de faire vivre Galetti, bien sûr, au sein du musée avec des animations qui peuvent aussi être autres que la radio. D'accord. On a eu développé autour de notre musée un petit marché local qui est passé en bio. Oui. Voilà.
Donc on avait des partenaires bio. Et puis en fait, eh ben, on est très heureux parce que c'était un point de départ. Mais maintenant, tout le monde connaît le bio. Et les agriculteurs, les paysans qui étaient venus animer notre musée et notre petit marché, et bien maintenant, ils ont leur débouché pour le bio. Donc, bravo, mission accomplie. C'est ça. Voilà. On a aussi un partenariat très important avec Jean-Jacques Millet, qui est paléoanthropologue. Si vous vous intéressez à ce domaine-là, ben regardez le site, il va y avoir plein d'animations cet été. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'oublie aussi? On a un partenariat aussi pour les conférences avec Lionel Berthet. Lionel Berthet, lui, il présente deux pionniers qui ne sont pas très connus, que sont Pierre Descôtes. Alors Pierre Descôtes, il est encore moins connu que Galetti. Pierre Descôtes, il est né à Saint-Genis-sur-Guiers. Et pourtant, il a développé la radio en Bolivie. Il a fait Radio Fides, mais il n'est pas du tout connu. Et puis, donc, Lionel Berthet présente aussi Gustave Ferrier, qui est plus connu, mais qui, malheureusement, mériterait lui aussi d'avoir plus de choses autour de sa mémoire, parce que c'est un pionnier important. Et puis donc, voilà, on présente Galetti. Et puis on a une autre conférence où on présente le film dont je vous parlais, donc Antenne Harpe. Oui. Et puis on développe la présentation de Galetti. Justement, en parlant de film, donc on a vu celui qui était déjà réalisé, mais il y a un deuxième film qui est là, enfin qui va arriver bientôt, en tout cas je l'espère. Il y a une campagne de crowdfunding, il y a quelque chose qui est demandé actuellement pour la réalisation. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus? Alors c'est un petit jeune du pays, Thomas Arnaud, qui avait un grand-père résistant et qui a commencé à collectionner les objets, autour des objets de son grand-père, plein de témoignages d'objets autour des deux guerres. Et il a fait des études de cinéma et avait toujours dit qu'il ferait un film sur Galetti. Donc il a commencé avec toute une équipe, il a créé une association, Paradoxe, voilà. D'accord. Il était parti pour faire le film et il a été rejoint par Séverine Melchior, qui, elle, à travers Auréa 10, donc, va accompagner ce film. Donc elle est venue rejoindre Thomas Arnaud. Donc ce film a vraiment besoin de soutien financier. Donc c'est un SOS que je lance. 3 points. Voilà. Et on a besoin de partenaires pour venir soutenir ce film pour qu'il puisse exister. Voilà. Alors il sera accompagné aussi par l'association régionale Dauphiné-Savoie, des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale. J'ai oublié son nom. Oh là là, je voudrais la citer. Elle s'appelle Rosen, avec Rosen Charpin. Avec Rosen Charpin. Voilà. Donc, le scénario est écrit. Il y a déjà vraiment plein de choses qui sont construites. Il faut maintenant trouver les fonds. Alors, notez la date je crois que c'est un vendredi 17 octobre, à la salle Jean Renoir à Chambéry. Il y aura la présentation du film qui a été réalisé par Séverine Melchior. C'est 2 semaines, 2 semaines en juin. C'est la bataille des Alpes, qui n'est pas très connue. 2 semaines de juin. 2 semaines de juin, voilà. Ensuite, il y a toute l'équipe de Paradoxe qui présentera des courts-métrages, plus la présentation du projet du film Galetti. D'accord. Les fils de l'histoire. Donc, voilà. Si vous êtes dans la région et disponible, retenez la date du 17 octobre à la salle Jean Renoir à Chambéry. Eh bien, ça, c'est noté avec grand plaisir. Et une dernière petite chose également,
le musée est consacré également à autre chose, hein, pas juste Galetti, c'est également consacré à l'histoire de Saint-Maurice. Oui, en effet. On a la chance sur la commune qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à l'histoire locale. Charles Vianney a fait un travail fantastique sur l'histoire de la commune, la map sarde, l'histoire des familles, le patois. Il ne s'est pas contenté de l'histoire du patois de Saint-Maurice, il a aussi collecté, il a fait un travail de mémoire exceptionnel qu'on ne pourrait plus faire maintenant parce que les témoins malheureusement ont disparu, mais le patois de plusieurs communes environnantes. Voilà. Donc on a cette mémoire-là au musée. Et puis Jocelyne Borget a fait un magnifique travail aussi de recherche sur l'histoire de la commune, sur l'histoire des familles, sur l'histoire de la mairie, des écoles, mais aussi sur la flore de Saint-Maurice. Donc on a un DVD qui présente ce travail-là. Et donc c'est une toute petite pièce, mais elle a une richesse extraordinaire sur la mémoire de Saint-Maurice. Voilà. Merci. Alors, le 22 novembre, que va-t-il exactement se passer ? Alors, il y a un travail qui est en route depuis le mois de juin, pas de cette année, mais de l'année dernière, parce que on savait que le thème de cette année, ça serait la Seconde Guerre mondiale, la radio dans la résistance. Et on avait fait un premier travail en 2018 sur la Première Guerre mondiale, et on avait fait venir une compagnie, la compagnie Dang Dang, qui a joué le Petit Poilu illustré. Donc il y a des scolaires qui avaient participé, qui avaient préparé une exposition, et cette journée avait plu à tout le monde. Le soir c'était pour tout public, donc on s'est dit, et si on faisait la même chose avec la Seconde Guerre mondiale, vu que la compagnie Dang Dang a un spectacle, le Petit Résistant illustré. Donc les élèves ont déjà travaillé. Il y a eu plein de soucis, on n'a pas pu faire le spectacle à la date prévue du mois de mai de cette année, donc c'est reporté à l'automne, donc le 22 novembre. Donc il y aura tout le travail des scolaires qui sera présenté, ce travail du musée aura lieu à la salle polyvalente de Saint-Genis-sur-Guye, à la salle Jean Bouchard. D'accord. Voilà. Donc il y aura une partie pour les scolaires et une partie le soir pour tous. Écoutez, merci. Avant de terminer, je crois que vous vouliez nous lire un petit extrait du livre, justement. Alors, c'est un passage qui est important. Ça remonte à 1972. En 1972, donc Lucien Vernet avait un ami qui s'appelait Henri Planche. Henri Planche qui est un poète savoyard. Qui habitait Chambéry. Et Henri Planche a écrit un magnifique texte pour la fête du Montournier du 23 juillet 1972. Henri Planche était à l'Académie de Savoie. Il a été accompagné ce jour-là à l'orgue par Bernard Marly. Et ce texte, qui remonte quand même à plus de 50 ans, peut peut-être nous parler encore aujourd'hui. Retenons donc la leçon de son exemple en parlant de Galetti. En nos jours hâtifs et tourmentés, pour préconiser encore la confiance. Les hommes en ont besoin, pour ne pas désespérer de leurs échecs et de leurs sacrifices, afin que renaissent entre les peuples et entre les individus des sentiments d'estime et d'amitié qui féconde le progrès à travers les créations de l'esprit et du cœur. Il faut que de nouveau, entre les continents rapprochés, s'établissent des échanges et des promesses pour que la confiance supprime les frontières derrière lesquelles on se barricade et s'épille et amène l'ère de la fraternité. Une seule préoccupation devrait nous dominer, celle d'être digne de vivre. Tel est le message laissé par Clemens Galetti sur notre terre de Savoie et que Saint-Maurice tient à rappeler et à répéter dans la bonne humeur de sa fête. Merci beaucoup pour ces quelques mots, ce temps consacré.
parce que ça demande quand même une partie de la journée pour vous, en tout cas pour arriver. Merci pour cet accueil. C'est un plaisir. Merci à vous. Et puis pour toutes les personnes qui vont nous écouter, n'hésitez pas à vous arrêter un petit peu, à visiter le musée. Vous ne serez certainement pas déçus. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de faire ce podcast et de venir vous interroger. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.